Vous êtes déjà allé sur Tinder? Oui, seulement pour rigoler. C'est marrant, hein, plus de 60 millions d'utilisateurs ont chaque jour 10 millions d'actifs, 1,6 milliard de swipes, 26 millions de matchs, mais c'est seulement pour rigoler. Tinder Gold, l'abonnement payant de Tinder, fédère 4 millions d'utilisateurs. En un an, l'application est passée de 162 millions à 226 millions d'euros de bénéfices au premier trimestre 2019, faisant de l'application la plus rentable des stores d'applications, bien devant Netflix et ses 191 millions. Mais c'est seulement pour rigoler. Bon, pour les quelques-uns d'entre vous qui ne sont vraiment jamais allés dessus, une petite présentation s'impose. Il s'agit d'une application de rencontre. Si je parle de Tinder, c'est simplement car c'est la plus populaire et celle qui a apporté le modèle utilisé par quasiment toutes les autres aujourd'hui. Créée en 2012 et arrivée en France en 2013, si l'application a tout de suite séduit, c'est grâce à son design. Le principe est extrêmement simple. Sur la page d'accueil, vous voyez le profil d'une personne à proximité, son nom, son âge, des photos ainsi qu'une biographie. Si ce que vous voyez de la personne ne vous plaît pas, vous swipez vers la gauche et passez au profil suivant. En revanche, si la personne vous plaît, vous swipez vers la droite, auquel cas il ne se passe pas grand chose non plus. Sauf si elle vous like en retour, mais pour ça il faut qu'elle tombe sur votre profil. Lorsque deux profils se sont likés mutuellement, ça crée un match. Les deux personnes sont alors au courant de leur intérêt commun et peuvent engager une conversation. Voilà, globalement c'est comme ça que fonctionne la plupart des applications de rencontre à ce jour. Cette vidéo est sponsorisée par Kaspersky, expert en cybersécurité qui a créé la brigade dont je fais partie. Ils m'ont demandé de vous sensibiliser aux dangers que nous pouvons rencontrer sur le web, et quoi de mieux pour parler de sensibilité que de parler d'applications ayant pour but de trouver l'amour. Mais derrière ce sujet a priori mignon, où est le problème? On pourrait voir un problème dans l'idée de base. Le fait de voir défiler des centaines de profils à la suite, les juger en quelques secondes sur leur physique pour leur attribuer un like ou leur tamponner un gros noob sur la gueule car elles ne respectent pas les conditions pour prétendre vous adresser la parole, pourra en déranger certains. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. Tous les utilisateurs en sont conscients. C'est justement parce que ça fonctionne comme ça qu'ils y sont. On pourrait également voir un problème dans l'inconscient des utilisateurs. Sont-ils sur ces applications pour faire des rencontres ou dans la quête de ce shot de dopamine procuré par un match, à savoir la validation de son attractivité physique aux yeux des autres? Cette analyse va dans le sens de Thorsten Pitz, un sociologue spécialisé dans les applications de dating. Il a constaté qu'avant de prendre sa décision concernant un profil, l'utilisateur anticipe s'il pourra plaire à cette même personne. Pourtant, on l'a vu, elle ne le verra pas. Mais si vous likez des profils toute la journée et n'avez aucun match, ce n'est plus l'opinion des autres que vous craignez, mais la vôtre. On peut voir un tas de problèmes dans ce que je viens de vous dire, mais ça vous le saviez déjà. Or, en tant que membre de la brigade Kaspersky, j'ai appris que le plus grand danger sur internet se situe dans ce que vous ne savez pas. Savez-vous exactement quelles données ces applications ont de vous? Savez-vous ce qu'elles en font? Si vous n'êtes pas protégé et que votre compte est piraté, que peut-on apprendre sur votre personne? J'ai alors cherché à comprendre le fonctionnement des applications de rencontre, comment elles se servaient de nos données, leur business model, leur algorithme, et j'en ai lu des choses. Et pour vérifier que ce que je m'apprête à vous dire entre dans ce que vous ne saviez pas, j'ai demandé aux autres membres de la brigade Kaspersky de réagir. Salut tout le monde, c'est Marine LV. Je m'appelle Simon Puech, j'ai 22 ans et je suis youtubeur. Salut, moi c'est Hugo de la chaîne YouTube Hugo Décrypte. Je suis Cyrus North, j'ai déjà essayé une application de rencontre. J'ai déjà essayé une application de rencontre, d'ailleurs pas qu'une, hein. Même plusieurs. Et ouais, j'en ai utilisé comme pas mal de gens. J'ai traîné pas mal de temps sur Tinder déjà, et en vrai c'est cool, ça permet de faire des rencontres effectivement, soit pour un coup d'un soir, soit pour quelque chose de plus long. C'est quand même très présent aujourd'hui dans la société, dans le sens où c'est accepté. Alors, quel est le problème avec Tinder? Ou plutôt, quel est le problème avec les applications de rencontre en général? Le problème, c'est que si pour vous c'est un jeu, un moyen, pour les créateurs de ces applications, c'est un business. Un business doit être rentable, c'est le principe. Or, la plupart des applications sont gratuites. Vous connaissez l'adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors, quel est le modèle économique de ces applications? En réalité, il y en a plusieurs, dont on va garder trois principes. L'abonnement payant, permettant d'accéder à des fonctions exclusives, la publicité et la vente de données. La plupart du temps, quand vous vous inscrivez à un service, vous l'autorisez à collecter vos données et à les revendre. Je sais que la façon dont on fait de l'argent à partir de vos données n'est pas toujours très claire, donc je vais vous donner un exemple qui, ça tombe bien, parle d'amour. Facebook est capable de proposer aux annonceurs de ne payer que pour de la pub visant les gens d'un certain âge, un sexe, ethnie, appartenance sociale, opinion politique ou encore situation amoureuse. En 2017, ils publiaient un article expliquant aux publicitaires qu'ils avaient étudié qu'après une rupture amoureuse, les utilisateurs consacraient plus de temps au réseau, comblant un besoin plus important que jamais de ses amis et de s'en faire de nouveau. L'article faisait part d'un comportement plus enclin à voyager chez l'utilisateur passant de en couple à célibataire, mais aussi une envie de prendre soin de soi, notamment en faisant du sport. Je cite, ce n'est pas le moment de la rupture qui importe, c'est la période qui suit immédiatement. Les messages d'empathie sont un moyen très efficace de fidéliser un utilisateur devenu célibataire. Fin de citation. Vous vous doutez que ce type d'information est capital pour les agences de voyage ou les salles de sport, et pouvoir cibler cette clientèle précisément est une aubaine. C'est pour cette raison que vos données ont de la valeur. Chaque part de votre identité dont vous cédez les droits à un site ou une application a une conséquence plus ou moins directe, que ce soit dans la publicité qu'on va vous montrer, dans les articles qu'on va vous présenter, les vidéos qu'on va vous suggérer, ou les traits de personnalité qu'on peut en déduire. Pire encore lorsque ces informations sont mises en ligne publiquement. En 2015, des hackers ont publié les données de 35 millions d'utilisateurs d'Ashley Madison, un site de rencontre adultère. L'objectif était de les punir ainsi que de mener à la fermeture du service. Du moins, c'était pour eux l'opportunité de passer pour des héros se battant contre l'adultère. En réalité, c'était surtout un moyen de faire de l'argent, en menaçant certains utilisateurs d'envoyer leurs informations sensibles à leur famille s'ils refusaient de payer une rançon. L'autre problème, c'est que dans ces 9,7 gigabits de données, on pouvait trouver des identifiants, des adresses mail avec des coordonnées bancaires et géographiques. La mise en ligne de ces informations a mené à une véritable chasse aux infidèles sur des forums comme 4chan. C'est pour ces raisons qu'avec la brigade Kaspersky, on insiste autant sur l'importance de la confidentialité de vos données. Avoir ne serait-ce que conscience de celles qui sont utilisées et comment elles le sont a une importance primordiale dans votre sécurité sur internet. Alors qu'en est-il des applications de rencontre? Le modèle économique de ces applications repose donc évidemment
constamment sur l'implication de ses utilisateurs. Plus vous passez de temps dessus, plus vous verrez de publicité. Plus vous serez impliqué, plus vous serez susceptible de prendre l'abonnement payant. Et plus vous interagirez, plus l'application en saura sur vous, faisant augmenter la pertinence et la valeur de vos données. Leur travail est donc d'optimiser votre expérience pour maintenir votre attention. Et pour optimiser votre expérience, ces applications passent par un algorithme. Un algorithme, c'est un ensemble d'opérations mathématiques, de règles, d'instructions permettant de résoudre un problème. Pour donner un exemple qui sort de l'informatique, si vous voulez faire un gâteau, vous devez suivre une recette dans l'ordre. Cette recette, c'est l'algorithme. Avant de poursuivre, sachez qu'on ne sait pas exactement comment fonctionnent les applications de rencontre. Les éléments que je vais évoquer sont des possibilités. Même si la plupart proviennent de brevets déposés et renouvelés par de grands groupes, il est impossible de savoir s'ils sont utilisés et à quel point. Ce que l'on sait jusqu'ici, c'est que leur business model tient à votre implication. Et votre implication tient à votre expérience, à savoir l'offre et la demande. Ça nous aidera pour la suite. Partez du principe que toutes les personnes inscrites sur ces applications sont des produits, à commencer par vous. L'offre, ce sont les profils qui vous sont proposés. La demande, ce sont les profils qui veulent matcher avec vous. Mais comme le soulignent les fondateurs de Match Group, maison mère de Tinder, Mythic ou encore OkCupid dans le brevet US 97 33 811 B2, si certains estiment que le dating online est simplement une question d'offre et de demande, il y a des statistiques et des preuves concrètes qui suggèrent qu'une application de rencontre à succès implique bien plus. Ce qu'ils entendent par là, c'est que pour être une application de rencontre à succès, il faut évidemment des produits. Mais il faut aussi ranger ces produits. C'est-à-dire contrôler les profils qui vous sont montrés ainsi que les profils à qui vous montrez, afin d'optimiser le nombre potentiel de matchs pour renouveler cette excitation ressentie à chacun d'eux. Tous les profils que vous voyez sont dans un rayon de quelques kilomètres, selon ce que vous avez défini. Mais ce n'est pas le seul paramètre qui les a amenés là. Il y en a en vérité plein qui ne sont pas de votre ressort. Chaque produit est analysé par le serveur pour l'étiqueter et le ranger dans le bon rayon. Ce qui permet d'augmenter la pertinence du choix qu'on vous laisse. En gros, lorsque vous entrez dans une de ces apps, vous entrez dans un supermarché dont la plupart des produits sont susceptibles de vous plaire, mais aussi dont les produits sont supposés être intéressés par vous. Mais comment savoir lesquels vous intéressent et inversement? Pendant longtemps, Tinder utilisait une méthode nommée Elo Score. C'est un principe utilisé dans les échecs pour classer les joueurs du monde entier par niveau. Il s'agit d'une cote attribuée à chaque joueur en fonction de ses performances. Un joueur obtient des points quand il gagne une partie, mais il gagne plus de points si le joueur en face de lui est mieux coté et inversement s'il perd contre un joueur moins bien coté. Dans l'application, vous aviez donc sans même le savoir un score. Si une personne mieux cotée que vous attribue un like, votre score augmentait. En revanche, si une personne moins bien cotée vous ignorez, votre score baissait. Un tel système permettait de mettre une note à chaque profil basée sur l'attitude des autres et de les classer en fonction de leur désirabilité. De cette manière, on classait les produits par niveau. Au supermarché, les produits les plus désirables se trouvent à hauteur d'yeux, les autres se trouvent soit trop haut, soit trop bas. Ici, la problématique est différente car il faut également que vous plaisiez aux produits. L'Elo Score permettait de répondre à ce problème. C'est certainement plus complexe que ça, mais les produits qu'on matchait peu se retrouvaient entre eux et à l'inverse, ceux qui avaient énormément de succès en avaient encore plus, auprès de gens de leur rang. Un utilisateur devrait obtenir un avantage à être présenté à de potentiels matchs qui, sur la base d'une évaluation, sont aussi attractifs que lui. Le serveur pourrait être configuré pour surveiller à quelle fréquence une entité a été vue et combien de fois cela a amené à une réponse positive afin d'attribuer le niveau d'attractivité physique. Le serveur pourrait également être configuré pour générer un score basé sur cette donnée. Le serveur pourrait classer un utilisateur recevant plus de likes qu'un autre comme plus pertinent. Mais récemment, après la mise en lumière de cette pratique, Tinder a annoncé ne plus utiliser cette méthode, sans réellement donner plus d'informations sur la façon dont les profils sont désormais triés. Alors, comment ça marche? Derrière ce rangement se cache une recette très complexe dont on va analyser chaque ingrédient, à commencer par vos photos. Fournir des photos, c'est quelque chose d'assez logique, il est important de plaire physiquement. Mais c'est aussi un moyen pour l'application de commencer son travail d'indexation. Tinder, par exemple, utilise le service de reconnaissance d'Amazon, Recognition. Il s'agit d'un système permettant à partir d'images la reconnaissance faciale, mais aussi l'analyse faciale, afin de détecter l'ethnicité, la couleur des cheveux, des yeux, etc., mais aussi la reconnaissance d'activité. À partir de vos photos, Recognition peut reconnaître un chat, une montagne, un appareil photo, ce qui est une bonne base pour commencer l'étiquetage. Dans le premier cas, vous aimez les animaux, dans le deuxième, vous êtes un randonneur, dans le troisième, un créatif. Mais pourquoi faire? Les personnes ayant des traits de caractère ou des valeurs similaires, voire compatibles, devraient être matchées. C'est à ce moment-là qu'on ajoute à la recette vos réseaux sociaux. Quoi de mieux qu'un Facebook pour vous connaître sur le bout des doigts? Facebook possède vos photos, vidéos, il connaît votre humeur, vos avis, vos amis, votre famille, votre adresse, vos marques préférées, la musique que vous écoutez, les événements auxquels vous assistez, ce que vous déclinez, votre orientation sexuelle, politique, religieuse, vos citations favorites. Tout ce qui fait de vous, vous. Prises indépendamment, ces données peuvent paraître futiles, mais réunissez-les et vous dressez un portrait auto-robotisé que catégorisé de la personne que vous êtes. Je suis prêt à parier que les 3/4 d'entre vous se sont inscrits avec leur compte Facebook, car c'est plus rapide. Ou peut-être parce que c'était le seul moyen de s'inscrire à Tinder jusqu'en 2018. Un autre ingrédient important dans la recette pour trouver l'amour, votre biographie. La biographie, c'est un moyen textuel de montrer plus que le physique, une personnalité, des valeurs, un trait d'humour. Mais c'est aussi un paramètre extrêmement important pour étiqueter votre identité. Premièrement, certains mots-clés de votre biographie peuvent être utilisés pour de potentiels matchs. S'il fait mention de chat, il est probable que vous soyez montré à d'autres profils ayant écrit la même chose. Mais ça va bien plus loin que ça. Le serveur pourrait analyser des facteurs tels que le nombre moyen de mots par phrase, le nombre total de mots de plus de 3 syllabes et le nombre total de mots sur le profil. De ces statistiques, le serveur pourrait être configuré pour générer un score de lisibilité en prenant la moyenne du Flesch-Kincaid Reading Ease Test, du Flesch-Kincaid Grade Level Test et du Gunning-Fox Score. Les deux premiers sont des tests développés par la marine américaine. Ils permettent de définir la difficulté de compréhension d'un texte par un score. Le dernier fait une estimation des années d'études requises pour comprendre un texte. Ces analyses pourraient être utilisées pour déterminer le QI d'une entité, le niveau scolaire d'une écriture ou son niveau de nervosité générale. Un des avantages de ce mode de réalisation serait que le système associe à l'utilisateur des métriques afin de déterminer l'intelligence approximative d'autres utilisateurs. Ce score de lisibilité pourrait être utilisé par exemple dans le processus de matching pour identifier de potentiels matchs. Votre biographie n'est donc pas seulement un moyen d'exprimer des valeurs, des préférences, c'est un moyen chiffrable d'estimer votre intelligence, vos années d'études pour vous attribuer un
score permettant de vous ranger dans le bon rayon. Globalement, tout est une question de score. Chaque fois que vous faites une action, cette dernière est analysée par l'algorithme et peut avoir des conséquences. Que ce soit vos photos, vos amis, les pages que vous avez likées, votre biographie, les profils que vous likez, ceux que vous ne likez pas, tout ça est évalué pour générer un score qui déterminera qui vous voyez et qui vous voit. Sauf que ce score n'est pas fixe, car il est constamment calculé par rapport à un autre produit à qui vous êtes comparé. C'est un match dans le match pour obtenir plus de matchs. Mais il n'y a pas que vos actions qui comptent, ce que vous êtes également. Le serveur pourrait être configuré pour évaluer les similitudes et différences démographiques basées sur le sexe de l'utilisateur. À titre d'exemple uniquement, imaginez que Harry et Sally sont tous deux inscrits sur l'application. Harry a 10 ans de plus que Sally, gagne 10 000 $ de plus par an et a un master alors que Sally a uniquement le bac. Même avec ces disparités, le serveur accordera un score élevé à Sally, lui permettant d'apparaître plus facilement dans la liste d'Harry. En revanche, si c'était Sally qui avait 10 ans de plus, qui gagnait 10 000 $ de plus par an et avait un master alors que Harry avait le bac, le serveur attribuerait un faible score à Harry et serait donc moins susceptible d'apparaître dans la liste de Sally. Le serveur pourrait être configuré ainsi en raison de données empiriques qui ont montré que ces différences démographiques n'ont pas un effet équivalent sur les choix que font les hommes et les femmes concernant les matchs. Et c'est vrai. Chez les couples hétérosexuels français, la femme est en moyenne 4 ans plus jeune que l'homme et gagne 42% de moins selon l'INSEE. Si l'on déshabille l'amour pour ne regarder que des chiffres afin de fabriquer un algorithme permettant de le calculer, ces statistiques ne sont pas anodines, c'est un mode d'emploi. Et quand on a appris à le calculer, quand on en connaît la chair, on peut le fabriquer. Le serveur pourrait être configuré pour rendre une entité plus attirante pour l'utilisateur en mettant en avant des coïncidences dans les données du profil qui donnent à l'utilisateur un sentiment de destin avec l'entité. Le serveur pourrait être configuré pour chercher des initiales similaires, des lieux de naissance, date de naissance, mois de naissance, université, prénom, nom, pseudonyme, profession des parents et mots-clés pour identifier les utilisateurs qui pourraient donner à un autre utilisateur une croyance en la destinée. Vous pouvez penser que c'est injuste, mais ces applications n'ont aucun intérêt à faire en sorte que leur système soit injuste. En revanche, ils ont tout intérêt à l'optimiser, et pour l'optimiser, ils s'appuient sur des statistiques, des études, afin de créer un algorithme réunissant tous les codes de l'amour. Si vous trouvez ce système injuste, c'est peut-être la société qui l'est. Par contre, il est dans votre intérêt de comprendre quelles données sont récoltées lorsque vous vous inscrivez à un service, l'importance de celles-ci et comment elles sont utilisées. Je suis choquée. En fait, il y a tout qui est calculé. Le plus grave, en fait, c'est de se dire que cette utilisation des données, beaucoup de gens ne le savent pas et c'est là aussi que ça pose souci. Implicitement, je sais quand j'installe cette application et que je me connecte via Facebook, voilà, je sais que il se passe des choses de ce type, quoi. Ce qui me fait surtout peur, c'est de me dire que ces données-là, en cas de piratage, comme il y en a eu sur d'autres applis de rencontres, bah en fait ça pose un grave souci. Je serais curieux de voir comment Tinder utilise ces données en dehors de leur écosystème. En fait, ça me choque pas tant que ça, ce délire de score et on te met en rapport avec des gens qui sont aussi attractifs que toi. Pour moi, trier les profils en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas au fur et à mesure qu'on utilise l'application, y a pas de souci. Et ça me choque pas, encore une fois, non pas parce que ça serait prétendument moral, parce que ça l'est pas, juste parce que c'est le reflet de la société. C'est chiant, hein, et ça me fait chier de le dire, mais parce que moi aussi j'aimerais bien aller draguer des super modèles, hein, mais... je pense que surtout, vu le nombre de recherches, je suis pas sûr qu'on ait vraiment le choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un tri à faire. Il y a tellement de contenu que tu ne peux juste pas assumer de visionner tout, quoi. C'est pas possible. Je pense que c'est aussi ce qu'on attend en fait de ce genre d'application. Et là, les trier sur la base de données comme ça, non. Au final, il y a souvent assez peu de hasard dans les rencontres qui se font dans la vraie vie. J'avais cette vision que c'était potentiellement quelque chose où on pouvait faire des rencontres qui soient plus en fait le fruit d'un hasard et c'est pas forcément des gens qui sont du même milieu que moi. En fait, la vérité, je suis en train de remettre en question les profils qu'on me montre. J'ai un bachelor en commerce et on me propose, c'est vrai, beaucoup de mecs qui sont en école de commerce. Si j'ai envie de pécho mon camarade de classe, je le fais, tu vois, c'est pas pour ça que je vais sur Tinder de base. Je l'ai dit direct, on ne me propose que des blancs à chaque fois. Typiquement, dans un cadre d'une appli de rencontre, ça va faire des rencontres le plus efficacement possible, quitte à ce que ça reproduise des inégalités ou des stéréotypes. Et du coup, tu vas t'enfermer dans des gens de la même opinion, dans des gens qui pensent comme toi et tu vas en fait... les réseaux sociaux vont plus avoir tendance à t'enfermer et te restreindre ton ouverture d'esprit plutôt que l'inverse. Il faut, selon moi, un organe de contrôle et même que les entreprises le fassent eux-mêmes qui permettent de s'assurer que les données ne reproduisent pas des inégalités. L'objectif de cette vidéo n'est pas de dire de ces applications qu'elles sont misogynes, racistes, superficielles ou autres. L'objectif de cette vidéo, c'était de faire en sorte que la prochaine fois que vous vous y connecterez, vous soyez au courant qu'à travers ces lignes de code, le hasard n'existe pas. Les 26 millions de matchs quotidiens dont je parlais en début de vidéo concernant une seule de ces applications mènent à 1 million de rencontres par semaine, et sont peut-être toutes le résultat d'un algorithme qui, au-delà de le calculer, a décidé qu'ils devaient se rencontrer. La prochaine fois que vous serez en date, vous y penserez. Merci à tous, merci à Kaspersky et la brigade, c'était Léo Duff.